En débat du jour, la France fait face à une multiplication des actes de sabotage. Dans la nuit de dimanche à lundi, les réseaux de fibre optique de plusieurs opérateurs téléphoniques français ont été vandalisés. Et puis 4 jours après les sabotages sur le réseau SNCF, un militant présenté comme d'ultra-gauche a été interpellé dimanche sur des voies de chemin de fer pas très loin de Rouen. Il a été placé en garde à vue. Sabotage, l'ultra-gauche est-elle à la manœuvre? Vous nous appelez, vous réagissez 0826 300 300. C'est Zach qui vous attend au standard ce matin. Et puis vous votez, vous commentez sur nos réseaux sociaux. Le compte Twitter de Sud Radio avec notre question du jour, Laurie Leclerc. Et oui, selon vous, l'ultra-gauche est-elle une menace majeure aujourd'hui en France? Oui à 84%, non à 7%, ce n'est pas le pire, 8%, sans avis 1%. Et je vous présente nos invités qui nous font le plaisir d'être avec nous pour en parler ce matin. Sylvain Boulouc, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, historien spécialiste de l'extrême gauche. Je donne le titre de votre dernier livre, Meurtre à la Grange Obel, quand les communistes flinguaient les anarchistes, aux éditions du Cerf. Et puis avec nous également François Pupponi, bonjour. Bonjour. Merci également à vous d'être présent avec nous ce matin pour parler de ce sujet-là qui interroge beaucoup de Français. Ancien député PS puis Modem du Val d'Oise, ancien maire de Sarcelles. François Pupponi, multiplication donc des actes de sabotage. Les enquêtes sont en cours, c'est important de le préciser. Gérald Darmanin déclare que le mode d'action est celui de l'ultra-gauche. Est-ce que ça vous semble plausible, crédible comme piste ? Et quand on regarde le mode d'action, oui, et des éventuelles revendications, oui. Bien sûr que tout le monde pense que ça devient l'ultra-gauche. Après, ça peut être aussi une manipulation, mais en tout cas, tous les éléments en notre possession permettent de penser ou laissent penser que ça peut être de l'ultra-gauche. Oui, avec cette question aussi qui se pose sur une éventuelle ingérence étrangère. La Russie n'en est pas à son premier coup. On verra. Non, vous en doutez, vous, François Pupponi, je le sens. Ouais. Non, bien sûr c'est possible, mais voilà, je répète, toute manipulation est possible, mais quand on regarde le mode opératoire et les revendications, effectivement, on peut penser. Mais après, effectivement, on n'est pas à l'abri d'une manipulation d'une puissance quelle qu'elle soit russe ou iranienne. Mais en tout cas, voilà, on peut penser, on va laisser faire les enquêtes. Ce ne serait pas la première fois d'ailleurs que l'ultra-gauche s'attaque ainsi au réseau ferré. C'était déjà arrivé il y a quelques années et ça peut recommencer. Donc on verra bien la suite de l'enquête. On pense notamment au groupe de Tarnac à la fin des années 2000 avec ses attaques sur les caténaires, effectivement. Sylvain Boulouc, c'est vrai qu'on parle beaucoup depuis quelques jours de l'ultra-gauche. Historiquement, de quoi parle-t-on et d'où vient ce terme d'ultra-gauche ? Alors, c'est une notion en fait extrêmement complexe et relativement lointaine, puisque quand on fait l'histoire de ce que peut être l'ultra-gauche, c'était toute une partie de la gauche marxiste anti-léniniste. Ça veut dire que c'était au début des années 1920, quand Lénine prônait la dictature du prolétariat, etc., et qu'une partie de la gauche marxiste, qui faisait pourtant partie du même parti, a critiqué cela et a refusé les principes léninistes. À partir de ce moment-là, le concept a évolué au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on a encore eu des groupes qui se sont réclamés du marxisme sans être léninistes et se sont joints à partir des années 70, c'est ce qui fait cette mouvance d'ultra-gauche, d'autres groupes d'origine libertaire, donc eux par définition anti-léninistes. Aujourd'hui, c'est un concept encore un peu plus large parce qu'ils ont été rejoints par d'autres groupes qui viennent ce qu'on pourrait appeler le post-maoïsme. Le post-maoïsme, c'est des gens qui se réclament du modèle maoïste de la révolution culturelle sans accepter les modalités du parti telles que les avaient définies les maoïstes. Donc on a une mouvance extrêmement complète à laquelle on pourrait rajouter quelques écologistes radicaux qui est fait de groupes éparses. L'autre caractéristique principale de l'ultra-gauche, c'est de refuser la forme partisane telle qu'elle peut exister dans des partis. Alors, je fais bien attention à la nuance, d'extrême gauche tels que le NPA, Lutte ouvrière ou des partis, disons des partis plus traditionnels. Donc, on a une mouvance extrêmement large, avec un nombre de groupes qui sont pas forcément formels en fait. C'est souvent des groupes assez mouvants, des groupes affinitaires. Ou des groupes locaux sans structure nationale. Donc c'est en fait quand on parle d'ultra-gauche, c'est difficile à aborder. Ouais. C'est nébuleux. C'est pas des groupes politiques ou des partis politiques facilement identifiables. François Pupponi, la question qu'on pose sur notre compte Twitter Sud Radio à nos auditeurs, c'est la question qu'on se pose aussi ce matin, forcément dans ce débat sur cette menace de l'ultra-gauche. C'est une menace majeure selon vous aujourd'hui en France, finalement, cette menace de l'ultra-gauche? Bien sûr, d'abord, elle a toujours existé, ça vient d'être dit, c'est quelque chose d'historique, donc ça peut revenir. Il y a
pas de raison objective que ça ne revienne pas. Et puis, l'autre problème qui fait en sorte qu'il y a un vrai risque aujourd'hui, c'est qu'il y a une situation politique qui est, entre guillemets, qui favoriserait une action de l'ultra-gauche. On voit bien qu'il y a une instabilité politique, le problème de l'absence de majorité, le fait que le Nouveau Populaire considère qu'il a gagné les élections et que le président Macron ne lui donnerait pas la place de Premier ministre qui, selon lui, le reviendrait, fait que et l'ultra-gauche cherche, entre guillemets, le chaos. Enfin, c'est historique, on connaît, ça vient d'être rappelé. Donc, ce sont des circonstances qui favoriseraient un passage à l'acte d'un groupuscule d'ultra-gauche, bien entendu. Sylvain Boulouc, ce contexte d'instabilité politique, elle est favorable finalement à l'émergence d'une certaine manière de, alors si ce n'est de l'ultra-gauche, en tout cas d'action, coup de poing de la part de l'ultra-gauche. Alors, l'ultra-gauche se définit par son anticapitalisme et son refus du système. Donc que ce soit Macron, enfin le parti présidentiel ou le nouveau Front populaire, ça leur est à peu près égal dans la mesure où ils refusent les règles du système parlementaire et du système capitaliste en tant que tel. Donc la question de l'instabilité joue pas réellement dans cette dimension parce que c'est des modalités d'action qui sont en quelque sorte intemporelles. Donc là, c'est plus le contexte peut-être de Jeux Olympiques qui joue. À la limite, s'il y a, alors reste à prouver que ce soit réellement l'ultra-gauche. Tout à fait, c'est important. L'enquête est en cours, c'est important de le préciser. Effectivement, vous avez raison. S'il y a un contexte plus particulier, c'est effectivement le contexte des Jeux Olympiques et le contexte d'une hostilité. Alors là, pour le coup, il y a des effets qui pourraient être de dénonciation, d'hostilité et de refus des Jeux Olympiques, puisque les Jeux Olympiques, selon ces groupes, sont le symbole du nationalisme, du sport-spectacle, de la société, de ce que Guy Debord appelait la société du spectacle. C'est ce que disait d'ailleurs le mail de revendication reçu par la SNCF, qui reste à authentifier. Voilà, c'est important aussi de le préciser. Voilà. Ce mail de revendication. Vous l'avez lu ou pas? Oui, bien sûr. Je l'ai lu en entier. Vous en avez pensé quoi? Il est très classique et caractéristique de cette mouvance d'ultra-gauche, avec quelques notes d'humour qui sont, ne serait-ce que dans le titre de la revendication, et quelques notes d'humour qui sont effectivement caractéristiques du style de l'ultra-gauche. Mais là aussi, on est peut-être aussi totalement dans ce qu'on appelle une revendication opportuniste, c'est-à-dire il y a eu des actes commis, s'il n'est pas du tout sûr que ce soit, c'est juste peut-être une revendication a posteriori. Après, ça, je suis incapable de vous dire si c'est... a priori, les personnes qui peuvent commettre des actes de sabotage ne vont pas le revendiquer ouvertement et signer qu'ils ont commis des actes de sabotage. Donc, ça peut être d'autres personnes qui profitent de l'effet d'aubaine, entre guillemets. François Pupponi, vous avez l'impression que cette menace de l'ultra-gauche, elle est sous-estimée aujourd'hui en France ou pas? Est-ce qu'on la prend bien en compte? Ah oui, en tout cas, les services de renseignement, eux, la prennent bien en compte. Les services de renseignement sont vraiment en train d'observer ce qui se passe, de suivre ce qui se passe. C'est pas nouveau. Ça fait longtemps que les services sont très actifs sur ce sujet-là. Et bien entendu que de la part des autorités, c'est une réalité de ce risque de l'ultra-gauche, je répète, qui a toujours existé et qui fait l'objet d'un suivi très précis par les services de renseignement. Alors dans ce cas-là, c'est vrai que la question se pose, si l'ultra-gauche est à la manœuvre sur ces sabotages, il y a eu un petit problème au niveau des renseignements, ils n'ont pas été suivis, ils ont été un peu dépassés là-dessus. Oula, c'est compliqué parce que vous savez, d'abord, on peut les suivre, mais on l'a vu par exemple avec les réseaux islamistes, on peut les suivre et puis malheureusement, on peut y avoir des attentats. Le risque zéro n'existe pas. Les cellules sont effectivement suivies, mais il y en a qui peuvent être activées sans qu'on s'en aperçoive vraiment. Donc, malgré le travail très précis des services de renseignement, ça n'exclut pas le risque d'attentat et le fait que parfois des attentats arrivent dans notre pays, que ce soit de l'ultra-gauche ou d'autres réseaux. En plus, avec le mode opératoire, voilà, on a des pinces, on coupe des fils. Enfin, finalement, voilà quoi, on va dire, c'est des outils finalement assez minimalistes, quoi, d'une certaine manière. Sylvain Boulouc. Oui, ça renvoie à autre chose qui est important à souligner, c'est cette pratique du sabotage. Alors, sans faire tout l'historique des sabotages, le terme sabotage, en fait, ça remonte à une pratique syndicale du 19e siècle qui était de mettre des sabots au sens propre du terme dans les machines de tissage. C'est une pratique syndicale qui vient de l'Angleterre et qui a été reprise en France au début du siècle. Il y a un auteur syndicaliste, un syndicaliste qui avait théorisé cette pratique du sabotage dans l'optique de renverser le système de production, qui s'appelait Émile Pouget, qui a écrit un court texte qui s'appelle Le sabotage. Après, la notion s'est beaucoup
ouverte, enfin c'est enrichi, puisque pendant la résistance a commis par exemple un certain nombre de sabotages de voies ferrées en faisant dérailler des trains. Donc c'est une pratique. Le sabotage en tant que tel, c'est une pratique qui vise à paralyser tout ou partie du système. Sur la résistance avec une essence aussi communiste, notamment. Ouais. Oui, mais les gaullistes pratiquaient aussi le sabotage. Oui. Donc c'est une pratique politique et sociale. Après, aujourd'hui, on est dans des actes de sabotage. Alors c'est là où c'est intéressant, c'est que ça vise des biens ou des outils techniques et alors ça peut avoir des conséquences sur les personnes, mais ça ne vise pas des personnes en tant que telles. Donc il y a réellement une pratique qui cherche à viser des symboles, ce qui était pas ce qui est quand même une modalité, et qui pose le plus de problèmes possible aussi aux Français. Le plus de problèmes possible. Et c'est une modalité particulière d'action qui est quand même relativement distincte. Alors après, il y a des caractéristiques juridiques différentes, mais qui est relativement distincte du terrorisme. On n'est pas dans du terrorisme. Mais justement, venons-en à ce terme de terrorisme, puisqu'il y a un autre terme. On parle beaucoup de l'ultra-gauche, on parle aussi de beaucoup d'éco-terrorisme. François Pupponi, est-ce que vous trouvez que ce terme est exagéré, excessif ou pas, Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, peut-être un peu exagéré aussi, parce qu'effectivement, le terrorisme, malheureusement, en France, on a connu, on sait ce que ça entraîne comme conséquence pour les vies humaines, pour l'attaque de nos libertés. Donc, faut pas tomber non plus dans il y a effectivement, mais voilà, je pense qu'il faut faire attention aux termes que l'on emploie. C'est un abus de langage. C'est un abus de langage, voilà. Après, il y a des actions qui peuvent choquer, mais entre ces actions-là et le terrorisme tel que nous le connaissons et tel que nous l'avons connu, je pense qu'effectivement, il y a une différence. On poursuit les débats. Dans un instant, vous restez avec nous. François Pupponi, ancien député PS, MoDem du Val d'Oise, ancien maire de Sarcelles, et puis Sylvain Boulouc, vous aussi, vous restez avec nous. On poursuit les débats. Historien, spécialiste de l'extrême gauche, avec vous également. 0826 300 300, vous nous appelez. C'est Zach qui vous attend au standard. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons 10h, Benjamin Glaise. Et on poursuit les débats. 0826 300 300. Dans un instant, je vous accueille au standard de Sud Radio. De quoi parle-t-on? Si vous nous rejoignez à l'instant, eh bien, on parle des sabotages qui se multiplient en France, notamment du côté de la SNCF. On en parle avec nos invités. François Pupponi, ancien député PS, puis MoDem du Val d'Oise, ancien maire de Sarcelles, et puis Sylvain Boulouc, historien spécialiste de l'extrême gauche. Notre question du jour, Laurie Leclerc, on y revient, on fait un petit point. Selon vous, l'ultra-gauche est-elle une menace majeure aujourd'hui en France? Vous réagissez sur notre compte Twitter Sud Radio. Oui à 84%, non à 7%, ce n'est pas le pire, 7%, sans avis 2%. Sylvain Boulouc, l'ultra-gauche, en gros, c'est combien de personnes en France? Est-ce qu'on le sait? On ne sait pas précisément. Après, il y a un certain nombre d'estimations qui peuvent exister. Le ministère de l'Intérieur, par exemple, recense 2200 fichiers S d'ultra-gauche. Mais alors, on ne sait pas exactement quelle est la nuance avec l'extrême gauche. Donc, ce seraient des personnes qui, potentiellement, sont capables de venir de mener des actions contre les intérêts de l'État. Après, c'est une mouvance beaucoup plus large. On peut compter environ une petite dizaine ou une quinzaine de milliers de personnes. Mais là aussi, il faut faire très attention parce que vous avez des personnes qui peuvent se revendiquer de l'ultra-gauche et être non violentes. Donc, qui ne vont pas participer à ce genre d'action. L'ultra-gauche n'est pas forcément violente. Il y a une partie il y a une partie qui défend ce qu'on appelle des alternatives non violentes et qui sont des pacifistes intégraux. Donc, c'est vraiment une mouvance extrêmement compliquée où chaque individu peut piocher un peu dans un système idéologique. Un corpus idéologique relativement large et relativement lâche. Donc, il faut pas... l'ultra-gauche, c'est un peu un spectre médiatico-politique qui est agité dès qu'il y a soit une manifestation un peu violente, soit ce genre d'action. Mais il faut raison garder sur le thème de... il y a une menace où en fait, c'est relativement peu de personnes qui souhaitent en plus entraîner des mouvements de masse pour renverser la société capitaliste. Donc à 10 000, ça va être compliqué sur 67 millions d'habitants. On est quand même dans des rapports chiffrés qui sont quand même... Après, sur la question de ces sabotages, François Pupponi, la question aussi, c'est comment on s'en prémunit, comment on se protège face à ce type d'attaque. Comment on peut limiter le risque, parce qu'on le supprimera jamais totalement, de toute façon. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a la sécurisation des lieux qui sont les plus à même d'être l'objet d'attentats comme cela et de sabotage.
Voilà, il faut au maximum sécuriser ces lieux, y compris avec les moyens technologiques que nous connaissons. Et puis après, c'est de la surveillance. C'est les services de renseignement qui sont en train de faire leur travail pour éviter que Tarnac avait été, c'est les services de renseignement qui très très vite étaient remontés sur ce réseau et avec des difficultés judiciaires que nous avons connues après. Mais voilà, il y a pas de secret. C'est de la surveillance par les services, et puis aussi c'est l'ensemble des moyens technologiques et techniques qu'il faut mettre en œuvre pour sécuriser les lieux qui sont les plus sensibles. On l'a vu ce week-end, 3 équipements qui sont attaqués, et puis c'est tout un réseau TGV qui se retrouve en rade entre guillemets. Donc voilà, ça c'est un travail que les gens savent faire. Puis malheureusement, comme le risque zéro n'existe pas, eh bien on apprend de nos propres échecs et de ces sabotages. Et à chaque fois qu'il y a un sabotage, on découvre qu'il aurait fallu sécuriser tel et tel lieu. Donc ça, c'est une course-poursuite entre ces réseaux et puis notre capacité à nous protéger. Vous vouliez réagir, Sylvain Boulouc? Oui, sur... Alors, voilà. Ouais. Sur l'affaire de Tarnac, il faut faire très attention. Le son. Bien sûr. Parce que le jugement a abouti à un non-lieu, il n'y a pas eu de preuve, et même visiblement tous les accusés ont été disculpés. Donc il faut, là encore, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire attention au fait que l'ultra-gauche est pointé ou des militants d'ultra-gauche sont pointés sans qu'il y ait une réalité derrière. C'est-à-dire que c'est tout le problème d'une mouvance, d'une nébuleuse et d'une réalité qui, là encore aujourd'hui, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé réellement, qui a fait quoi, hein. Donc il faut faire vraiment attention sur la désignation entre guillemets d'une mouvance idéale qui. Mais c'est un peu François Pupponi, c'est un peu un réflexe pavlovien finalement d'une certaine manière. Chaque sabotage qu'on a de la part des politiques, aussi des médias, hein, on a aussi cette responsabilité sans doute. Non, mais c'est sûr que il y a des services de renseignement qui travaillent, et puis quand il y a un événement, tout le monde essaie de le comprendre, de savoir, et souvent on parle, on a des informations partielles. Mais mais effectivement, sur Tarnac, c'est très révélateur, c'est que les services de renseignement ont fait leur travail, et puis à la fin, la justice a dit, mais non, pas du tout. Donc alors, il faut en prendre en compte, parce que dans ce domaine-là, comme je disais tout à l'heure, le risque zéro n'existe pas, et régulièrement, des gens sont interpellés, même d'une manière préventive ou après des événements, et puis en fonction de ce que pensent les services de renseignement, mais à la fin de la procédure judiciaire, eh bien, on découvre que c'est pas aussi simple que cela. Parce que le but de ces réseaux-là, c'est aussi de travailler dans le secret, la clandestinité, et de ne pas se faire attraper. Donc, ils mettent en œuvre aussi tous les moyens pour essayer de ne pas se faire reprendre par les radars des services de renseignement. Donc c'est un travail très compliqué, très long, très complexe, qui fait que quand ça arrive, on n'a pas forcément une information très précise sur le moment. On va au standard tout de suite, 0826 300 300. Abdelak qui est avec nous de Mont-de-Marsan. Bonjour Abdelak. Bonjour tout le monde. Et soyez le bienvenu sur Sud Radio. Abdelak, vous vouliez réagir? Que pensez-vous justement de cette question-là? Quel est votre avis à ce sujet? En tout cas, je trouve que c'est un très bon choix, les 2 invités que vous avez. Très bonne qualité, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis d'accord avec vous, et je dois dire que voilà, on a un petit peu plus de fond peut-être que ce qu'on peut voir ailleurs. On prend un peu de hauteur, c'est important, effectivement. Voilà. Et puis en plus, c'est mesuré, ceux qui disent on n'est pas du tout dans la folie. Moi, je distingue totalement les faits qui ont été... on ne sait pas vraiment qui l'a fait. Bon, on estime peut-être que c'est l'ultra-gauche. Pour moi, c'est vulgairement, voilà, c'est des branleurs. C'est la différence avec un groupe terroriste, c'est que c'est des gens qui ne tuent pas. En tout cas, pour le moment, j'espère que ça arrivera jamais. Donc voilà, ça c'est la grosse différence avec un groupe terroriste. Quelque chose, vous savez, parce que la question en fait de votre émission, c'était est-ce que ça représentait une menace? Pour moi, non, ça ne représente pas une menace. Ça représente une menace matérielle, très certainement. Voilà, là on a affaire à des mauvais coucheurs, des gens qui sont bornés, qui avaient envie de faire parler d'eux. Voilà, c'est des délinquants, comme il y en a partout un peu en France. Et le bon Dieu, il a bien fait les choses, il en a déposé un peu partout, des branleurs. Voilà, ça fait partie de ces gens-là, ils doivent être traités en délinquants. Voilà, mais la mesure, c'est qu'ils ne tuent pas et que voilà, ils se prennent pour des Robins de Bois, ils se sentent pris par un besoin nécessaire de faire parler d'eux. Voilà, mais c'est pour moi, voilà, c'est après ce que je trouve pourri, c'est que s'ils se disent ultra-gauche, logiquement, la ultra-gauche, c'est quand même ce côté humanitaire où on joue les Robins des Bois pour le bien du peuple. Vous voyez, et là, quand les gens partent en vacances, ou quand les gens veulent aller tout simplement aux Jeux Olympiques,
Ils ont pourri la vie à des milliers de familles, à des milliers de personnes, à des milliers de personnes célibataires, à des milliers d'enfants. Ils ont pourri la vie aux gens. Est-ce que c'est ça l'idéologie de gauche? Non, c'est plutôt une notion de partage, une notion généreuse, mais elle n'a absolument rien à voir avec le fait de pourrir la vie aux gens. Donc il faudrait mieux de réfléchir. Voilà. Après, est-ce qu'on doit s'en méfier? Bien sûr, on doit faire attention à tout, au premier débile qui roule à 180 km/h sur la route ou qui traverse à 120 km/h quand il est bourré un petit village. Bien sûr, on doit se méfier de tout, mais on peut pas mettre, on a un pays grandiose, on a un pays extraordinaire. On l'a montré avec la cérémonie des Jeux Olympiques. J'ai adoré, j'ai aimé les variétés. Ça fait parler les plus incultes d'entre nous. Ça sera un autre débat. On peut refaire le monde, si vous voulez, Abdelhak. Voilà, c'est pour ça. Moi, j'adore mon pays. Et puis, ce que j'aime le plus, je terminerai là-dessus, c'est que j'ai tellement aimé. On nous a agressés comme ça, bêtement. Voilà, on a fait chier le monde, pardon pour ma vulgarité, mais en tout cas, en 3 jours, ils ont tout réparé. Donc, il faudra quand même retenir qu'on a quand même des gens extraordinaires qui n'ont pas compté leurs jours fériés au week-end. Et qui ont été simplement extraordinaires pour nous régler. Bravo Chemeno, ça c'est sûr, je pense que tout le monde est d'accord avec vous, Abdelhak. Merci. François Pupponi, une question qui se pose, c'est vrai que c'est ce que disait Abdelhak aussi, c'est que finalement on s'attaque à des infrastructures qui vont avoir des conséquences d'abord sur les Français et non pas sur le système, on va l'appeler comme ça. C'est quand même assez paradoxal finalement, d'une certaine manière. Si c'est l'ultra-gauche, encore une fois, sur ces sabotages, ça dessert un peu leur cause. Ah mais oui et non, parce que ils savent très bien que leur cause, c'est eux qui la défendent et qu'ils sont pas forcément très populaires. Bon, même s'ils peuvent rechercher parfois un peu de popularité. Eux, ce qui les intéresse, c'est de déstabiliser le système. Voilà. Et donc, on l'a vu. Moi, je vous rappelle, il y a eu des attentats, mais pour le coup, c'était encore sur les réseaux de télévision, par exemple. Voilà. Il y a des symboles qui sont attaqués et qui démontrent que ces gens-là sont contre le système. Et sincèrement, ce que pensent les gens d'eux, ils en ont vraiment, sincèrement, rien à faire. On est dans l'ordre du symbole d'une certaine manière, Sylvain Boulouc, là-dessus, c'est ça le plus important? Dans la culture, effectivement. Alors, il y a encore une fois 2 dimensions. C'est-à-dire qu'il y a l'action. Si tant est que ce soit ça. Bien sûr, c'est pour ça que je le précise à chaque fois. Dans ce genre de cas, il y a l'action immédiate qui va viser un certain nombre de symboles, y compris les Jeux Olympiques, puisque toute une partie de l'ultra-gauche, violente ou pas, était hostile aux Jeux Olympiques, donc qui va s'en prendre à cette symbolique des Jeux Olympiques et tout ce qui l'entoure. Donc ça, c'est la première chose de l'action symbolique. Et puis, il y a une deuxième chose plus de fond, qui est à quoi pourraient servir ces différentes actions. On est quand même dans l'optique, alors après on peut voir un fond messianique, mais dans l'optique de conscientiser entre guillemets la population pour un jour renverser le système, puisque il se considère comme à l'avant-garde ou comme une minorité éclairée qui va qui va montrer la voie entre guillemets à l'ensemble de la population. Avec une forme d'amateurisme ou pas? Je reprends les propos différemment par rapport à Abdelhak, c'est ce qu'il disait d'une certaine manière. François Pupponi. Là, je pense que là, c'est pas quand même des amateurs, parce qu'ils ont bien ciblé leur cible, ils ont réussi, voilà. Donc c'est quand même des gens qui ont une certaine technique et qui savent à peu près faire les choses et qui ont été capables aussi de savoir où taper et quand. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. Juste pour conclure, François Boulouc, on parle des sabotages, c'est pas alors vous vouliez réagir là-dessus peut-être d'abord, et puis sur la question des sabotages, c'est pas la seule forme d'action utilisée par l'ultra-gauche. Ah non, il y a un certain nombre d'autres formes d'action, par exemple dans les manifestations, les Black Blocs, on pense à ça. Les Black Blocs font partie de cette mouvance ultra-gauche. Après, vous avez aussi un certain nombre d'actions pacifiques d'occupation de lieux qui peuvent aussi relever de cette mouvance. Même dans les formes pacifiques qu'on a pu voir à Sainte-Soline, on avait ou à La Rochelle là dernièrement, si on met de côté la question violente, il y avait aussi toute cette question de l'ultra-gauche. On pourrait élargir les modes de vie alternatifs des gens qui partent vivre à la campagne en refusant toute forme de société de consommation font aussi partie de cette mouvance-là. Donc c'est quelque chose d'extrêmement large et extrêmement large. Il ne faut pas se focaliser. Alors c'est un problème
d'actualité, mais il ne faut pas se focaliser que sur ces modalités d'action et ces différentes techniques qui relèvent effectivement non pas d'un professionnalisme, mais plutôt d'une connaissance relativement fine d'un certain nombre de secteurs technologiques et industriels. François Pupponi, on conclut avec vous rapidement en quelques mots. Est-ce qu'on est assez dur en termes de sanctions vis-à-vis de ces saboteurs, en précisant que l'écoterrorisme ou l'ultra-gauche, c'est pas un motif de condamnation, bien évidemment, du côté de la justice. Non, l'idéologie en elle-même n'est pas un motif de condamnation. Après, c'est quand il passe aux actes. Mais on l'a vu, on le redit sur l'affaire de Tarnac. Après, il faut des preuves. S'il passe aux actes, alors faut qu'on le sache. Là, on a le doute. On verra ce que dira l'enquête. Mais même lorsqu'il y a des enquêtes comme sur Tarnac, où les services de renseignement considèrent que les éléments probants sont présents, la justice, au bout de 10 ans, peut dire mais non, pas du tout, parce que il faut monter les dossiers au niveau judiciaire, et c'est le plus compliqué, parce qu'on a affaire à des gens, je le répète, qui ont parfois des capacités, des compétences, et qui font en sorte de ne pas se faire attraper. Et donc, voilà, Tarnac, officiellement, on ne sait toujours pas qui l'a fait. Et peut-être que pour le sabotage du TGV, on ne saura jamais qui l'a fait. Et donc, c'est la difficulté avec ces groupes qui sont un peu aussi, qui travaillent un peu dans la clandestinité. Merci beaucoup pour la qualité de ce débat. C'était important, effectivement, de pouvoir un petit peu élever le débat, de mieux comprendre ce qu'il se passe autour de tout cela. François Pupponi, ancien député PS Modem, ensuite du Val d'Oise, ancien maire de Sarcelles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Un grand merci aussi à vous. Merci à vous. Sylvain Boulouc, historien, spécialiste de l'extrême gauche. Votre dernier livre, Meurtre à la Grange Jaubel, quand les communistes flinguaient les anarchistes, c'est aux éditions du CERF. Merci à vous deux, et puis merci à l'ensemble de nos auditeurs d'avoir participé à ce débat, que ce soit sur nos réseaux sociaux ou bien au 0826 300 300. On remercie notamment Abdelak. 9h41 dans un instant, on ouvre notre page été avec notre série estivale, avec le nouveau détective, la fin tragique d'une adolescente piégée sur Instagram. On vous raconte cette histoire juste après ça. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.